sommes aujourd'hui le jeudi 16 février 2023 et nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'un café juridique autour du thème Investir en Afrique, le cas du Gabon. Nous avons le plaisir d'avoir dans le panel de ce café juridique deux experts, en l'occurrence Séverin Eudes-Poiti, d'une part, et d'autre part Achille Agbe. C'est bien ça nos deux Ouais. intervenants du jour. Alors pourquoi un café juridique sur le thème Investir en Afrique, le cas du Gabon? Un café juridique sur ce thème-là, tout simplement compte tenu de l'actualité socio-économique de ces 3 dernières années. euh, le Gabon représente quelque part, en quelque sorte, une exception. Une exception pourquoi? Parce que dans un contexte marqué par des crises multiformes, le Gabon est un pays d'Afrique centrale, de la zone CEMAC, qui arrive à se démarquer par des performances, notamment simplement du fait qu'il est le premier pays d'Afrique, sauf erreur de ma part, à avoir été reconnu comme étant neutre carbone. C'est bien ça? Rassurez-moi. Je confirme. Voilà. Je Euh, confirme. donc, on ne peut pas avoir une information de ce type concernant un pays d'Afrique centrale et un pays d'Afrique centrale dans un contexte marqué par les incertitudes et comment dire ça, et ne pas en tenir compte. Et de notre point de vue, pour pouvoir véritablement comprendre comment est-ce que l'économie gabonaise arrive à se démarquer et à demeurer attractive malgré le contexte marqué par les incertitudes, il nous a donc semblé de tenir cette rencontre de ce matin autour de la thématique Investir en Afrique, le cas du Gabon. Sans plus tarder, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. S'il fallait commencer cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Séverin Eudes-Poiti? Qui est Achille Agbe? Vous avez la parole. Peut-être maintenant, si vous voulez, on peut procéder par ordre alphabétique. Bon, Agbe, c'est A. Ça vient normalement, logiquement, avant Poiti. Donc, D'accord. Achille. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup, Séverin. Et pardon, Ivan, et bonjour Séverin, en tout cas. Et pour tous les auditeurs, en tout cas, merci pour l'invitation. C'est beaucoup de plaisir, surtout lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est un continent, c'est le continent, je ne dirais pas de l'avenir, mais c'est le continent du moment. Voilà, donc pour me présenter tout simplement, je suis donc Achille Agbe, je suis dirigeant d'une organisation financière qui s'appelle EUC, qui opère justement sur le terrain de la finance. Donc on est très engagé sur le terrain de l'inclusion financière, du financement décentralisé des organisations et des entreprises, et ensuite la diplomatie économique. Et parallèlement, je dirige une banque d'affaires digitale où on travaille beaucoup pour accompagner les entreprises dans les opérations de haut de bilan et de bas de bilan. Donc alternativement à ces deux fonctions, j'interviens comme expert pour l'Union africaine, aussi comme administrateur d'entreprise aussi dans du siège dans quelques conseils d'administration. Voilà, et puis à mes temps perdus, je donne souvent des cours en fait dans les écoles de commerce ici à Paris. Voilà, pour me présenter. Merci Achille. Nous allons passer la parole à Séverin. Merci à vous. Bonjour encore. Je voudrais d'abord vous remercier de me permettre de faire partie de ce panel pour échanger, du moins pour me permettre d'apporter ma modeste contribution. Moi, je suis Séverin Eudes-Poiti, de nationalité gabonaise et juriste d'affaires senior. Je suis fille de 13 années de pratique du droit dans le secteur pétrolier, principalement au Gabon. Et voilà, je suis sorti diplômé des universités tunisiennes. Et donc, j'ai exercé dans les principaux segments de secteur pétrolier, de l'amont jusqu'à l'aval. Et entre autres, pour ma activité
professionnel. Depuis l'université, j'ai créé le premier club OHADA en Tunisie en 2007 pour vulgariser le droit OHADA et permettre aux étudiants en droit subsaharien d'améliorer leur employabilité une fois rentrés dans leur pays. Et aujourd'hui, en Tunisie, on en compte aujourd'hui 17 clubs OHADA. Qui étaient d'abord au niveau des universités privées, mais que l'on retrouve aujourd'hui dans les universités publiques. Et pour moi, c'est une grande avancée. Et entre autres, j'exerce moi je suis engagé depuis 17 ans dans la plus grande organisation de jeunes dans le monde, dénommée JCI, Juno Shema International, au sein de laquelle j'ai occupé plusieurs positions de leadership local, national et international. Et en 2019, j'ai été élu au Bureau mondial en qualité de vice-président international en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et à l'issue de cette élection, les autorités gabonaises m'ont décerné en 2019 l'award du prix Leadership Jeunesse Excellence qui récompense le meilleur jeune leader gabonais de l'année. Donc voilà qui est Séverin Poiti. Merci à tous les deux. Nous voyons que nous avons en face de nous, je ne sais pas si on va dire des dinosaures ou des mastodontes, mais en tout cas des experts avec une certaine carrure, un certain background. Nous allons embrayer avec la deuxième préoccupation. D'après le rapport produit par la CNUSET au sujet de l'investissement dans le monde en 2021, les entrées d'IDE sont passées de... Les entrées d'IDE. Les entrées d'IDE sont passées de 1,5 milliard 1,5 milliard de dollars à 1,7 milliard de dollars entre 2019 et 2020. Les entrées d'IDE au Gabon. Qu'en pensez-vous? Vous avez la parole, hein, je sais pas. Achille ou Séverin, c'est à vous de voir. Qui se sent le plus à l'aise? Alors Séverin, je laisse la parole. D'accord, merci Achille. Il faut préciser que d'abord d'entrée de jeu, le Gabon est une ancienne colonie française et donc le prisme francophone était très important dans l'économie gabonaise. Et l'actuel président, au début de son magistère, s'est attelé à diversifier en raison de la baisse de l'importance des investissements français dans l'économie gabonaise. Il s'est attelé à élargir, à diversifier les investisseurs. Il y a eu le prisme, on est parti du prisme francophone pour le prisme, on va dire asiatique, parce que les Singapouriens sont arrivés avec le groupe OLAB. Et donc ça, c'est une constante. Et lorsque vous lisez le plan stratégique Gabon émergent, le PGSE, qui est la trame le plan stratégique qui conduit la politique du président de la République, il y a au niveau de l'axe stratégique numéro 3 cette volonté manifeste qui est encore aujourd'hui et qui peut être interprétée de cette manière de partir, de diversifier l'économie en deux états. D'abord, il y a la diversification, on va dire mondiale, donc ouverte à tous les investisseurs, quelle que soit la nationalité, mais il y a aussi, en second lieu, une diversification, on va dire, continentale pour inviter les partenaires africains à s'investir davantage. D'où je cite le Maroc, dont l'importance dont les investissements, du moins l'impact d'investissement, du moins ont vraiment largement augmenté. Et je pense que d'ailleurs ils font partie des 3 plus gros contributeurs de l'IDE au Gabon. Donc c'est une constante. Après, on peut l'apprécier différemment parce que aujourd'hui, au niveau des conditions de vie des populations, on ne ressent pas parce que quand même, il faut le dire qu'il y a eu 3 événements particuliers. Il y a eu 2 crises pétrolières qui ont sapé ces efforts-là et ensuite la pandémie de la Covid-19 qui est aussi arrivée. Mais c'est des faits qui sont là, c'est une stratégie
l'IVRCV des partenaires qui est visible et que l'on peut suivre et qui explique aujourd'hui l'augmentation de l'investissement direct étranger au Gabon. Merci Séverin. Achille. Ouais, alors j'aborde exactement dans le sens de Séverin, mais quelque part aussi, ce que je voulais rajouter en sus, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, l'attractivité des idées, en fait, est la conséquence aussi d'une économie soutenable, justement d'une économie en fait qui inspire confiance, une économie dans laquelle l'État va jouer un rôle assez important en fait pour exposer le potentiel d'affaires à l'international. Voilà, c'est vrai que le Gabon est à la fois, je pense, une économie soutenable quand on regarde franchement le potentiel qu'on a dans ce pays-là, et en plus, comme c'était rappelé, la stratégie de diversifier l'économie en fait a été aussi amorcée. C'est vrai que aujourd'hui alors les résultats ne sont pas encore tout à fait présents, mais en fait on voit déjà en fait l'émulation de cette diversification de l'économie dans l'économie gabonaise. Je pense que les idées jouent un rôle assez important justement dans ce sens-là. Quand on regarde un peu la provenance de ces flux importants, voilà. Comme Séverin l'a dit en fait, on a franchement les Asiatiques en fait qui sont en puissance sur ce continent dans plusieurs secteurs. On en parlera, je pense, dans les différentes questions. Mais en fait, cela témoigne aussi de l'ouverture du gouvernement, voilà, de diversifier les partenaires. Et je crois que ça s'inscrit maintenant dans l'agenda en fait des États. Voilà, on est en retour dans un nouveau cycle en fait d'investissement. Donc c'est important que les États s'arriment en fait, je dirais, à la conjoncture mondiale, voilà, à ne pas forcément dépendre d'un investissement spécifique ou alors d'un partenaire spécifique, puisque là aujourd'hui on le voit avec la crise ukrainienne, la crise énergétique, en fait tout est corrélé, tout est systémique. Donc quelque part il faut franchement être ouvert aussi à avoir des idées qui sont très diversifiées. Voilà, le stock de l'idée gabonais et en nette croissance, en tout cas depuis 2013 aujourd'hui. Donc, lorsqu'on prend le taux d'évolution du stock d'IDE du Gabon, franchement, c'est en nette croissance. On sent un super boom économique. Après, on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que concrètement, cela a des conséquences majeures sur la vie, en fait, des citoyens. Tu vois, donc ça, c'est une autre question de politique interne. On pourra en parler aussi pour voir la reconversion. Mais une chose est sûre et certaine, en fait, les fondamentaux de l'État gabonais sont rassurants. Je pense première économie écologique, franchement, avec ce qui a été fait sur les crédits carbone, c'est inspirant. Voilà, il y a beaucoup à faire, forcément, mais je pense que on a en fait tous les piliers d'une économie en fait forte qui pour moi doit se structurer, et tactiquement l'État doit pouvoir jouer en fait la carte de la diversification encore, intégrer aussi davantage, je pense, les acteurs locaux aussi dans la réforme de l'économie. Voilà, ce qu'on souhaite à la fin de la journée, c'est vraiment hausser le niveau du PIB, créer plus de richesses, que ces idées en fait profitent effectivement à l'économie, je dirais à la microéconomie, parce que de façon macro, les efforts sont faits, voilà, tout est là. Il faut améliorer, mais en fait, il faut que la macro serve réellement la microéconomie. Je crois que c'est sur ça en fait qu'on attend aussi le gouvernement sur des actions hyper concrètes. Voilà. Donc voilà un peu ce que je pourrais ajouter sur les flux d'IDE pour ce qui concerne le Gabon. Merci à tous les deux. Donc, ce que nous devons retenir des éléments de réponse que vous venez de nous fournir, c'est qu'il y a une volonté manifeste de rendre l'économie gabonaise soutenable, ce qui favorise la captation des IDE, d'où leur croissance. Et il y a en même temps une volonté manifeste de diversifier les IDE, qui ne soient plus centrés uniquement, qui ne proviennent plus uniquement par exemple de la France, mais qu'ils puissent provenir d'autres pays, que ce soit des pays d'Asie, ou alors même d'autres pays d'Afrique. Ok, merci à tous les deux pour ces éléments de réponse, et on va enchaîner avec la préoccupation suivante. Dans la liste des secteurs bénéficiaires des IDE, on retrouve les secteurs pétroliers et miniers, l'agroalimentaire et les infrastructures dans la liste des secteurs bénéficiaires des IDE au Gabon. Donc, on a une short liste de secteurs qui en bénéficient prioritairement, c'est-à-dire le secteur pétrolier, le secteur minier,
l'agroalimentaire et les infrastructures. Est-ce que vous confirmez cette tendance? Ouais, alors je confie pour ma part en fait ces tendances, d'autant plus que le secteur minier énergétique compte absolument en fait pour le PIB national. Je crois que c'est plus de 3,5% du PIB, ce qui n'est pas négligeable par ailleurs. Voilà, mais par contre, je pense aussi que les IDE doivent aussi s'orienter dans l'économie de marché, tout simplement. Parce que c'est bien, c'est vrai en fait d'investir massivement dans le secteur énergétique et tout, mais après derrière, il faudrait aussi qu'il puisse y avoir en fait, lorsqu'il y a l'attraction des IDE, il faut que derrière il puisse avoir la conséquence de cette attraction-là en fait sur le tissu en fait local d'entreprise en fait. Voilà, cela peut avoir une incidence effectivement sur la création d'emplois. Voilà, donc pour moi le but n'est pas d'être forcément une économie attractive qui va attirer justement ces idées-là, mais l'enjeu et la difficulté, c'est comment est-ce qu'on s'assoit et quelles sont les actions, quelles sont les mesures, quelles sont les politiques qu'on peut mettre en œuvre pour convertir en fait ces flux massifs en fait je dirais en fait en emploi quelque part. Voilà, c'est vraiment ça la transition qu'il faut faire. En ce moment-là, je pense qu'on sera dans une économie de marché corrélée, stable, systémique et bien agencée. Et voilà, cela peut avoir des conséquences sur la vie du citoyen lambda. Voilà. Mais le secteur majeur, c'est vraiment ce que tu indiques. Voilà. Mais le reproche qu'on pourrait faire, c'est quelle est l'incidence derrière sur le panier de la ménagère, sur le taux du chômage par exemple. Et voilà, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser aussi. Merci Achille. Séverin? Oui, on a vu au cours des 10 dernières années arriver dans l'économie gabonaise, on a vu le groupe, du moins la filiale du groupe Morel et Prom, la filiale de Morel et Prom Gabon, être rachetée par un groupe singapourien. On a vu le groupe Olam se proposer dans l'agroalimentaire. On a vu Sinopec venir dans le pétrole. On a vu encore un groupe chinois dans les infrastructures, d'où le stade lors de la CAN 2017, le principal stade de Libreville, le stade de l'Amitié, qui est une œuvre d'investisseurs chinois. Et ils sont là, comme disait Julien, ils sont là, c'est visible et autres. Maintenant, le reproche qu'on pourrait faire au gouvernement, c'est maintenant comment capter ces richesses-là pour que les PME puissent capter ces richesses-là et que cela impacte vraiment le tissu entrepreneurial local. Et le gouvernement a commencé à donner en partie une réponse à cette préoccupation, celle d'adopter une loi sur la sous-traitance, sur la sous-traitance pour la fait on va dire de permettre aux entreprises locales qui se mettent au niveau des standards d'accéder à des niveaux de marché susceptibles d'entraîner la croissance et leur permettre, parce que on l'a bien constaté dans le groupe Olam, aujourd'hui le sud du pays a un nouveau visage. L'exploitation de la noix de palme a permis à des jeunes entrepreneurs de créer de jeunes structures qui font dans la récolte, qui font dans la mise à disposition du personnel, qui rentrent dans des métiers de l'agroalimentaire, et on voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs s'y installer, et l'impact, rien que dans cette zone-là, on a quasiment, je dirais, 3500 emplois indirects sur les emplois directs créés par la zone, alors que dans cette zone-là, il n'y avait aucune économie, du moins émergente. Ce n'est pas assez, parce que pour le potentiel que possède le Gabon, on devait être dans une situation un peu meilleure. Il y a encore des efforts à faire. On a déjà au niveau du corpus légal apporté des réponses. Après, on attend que les entrepreneurs se saisissent de cette disposition légale-là afin de montrer leur motivation à conquérir ces marchés-là, parce que les marchés sont là, c'est ouvert, et il faut qu'ils se battent aujourd'hui. Hormis l'actualité politique que vous connaissez sur le Gabon, et il faut quand même préciser que le ministre des PME, l'année dernière, au niveau des assises sociales, a quand même mis en éveil déjà, nous avons la facilité qui est, et il y a l'Agence nationale de la promotion de l'investissement qui a
structure d'accompagnement pour permettre aux entrepreneurs locaux d'accéder à des marchés. Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place. À mon avis, pas assez parce que on attend toujours plus de gouvernement, mais j'encourage aussi mes frères entrepreneurs à cogner les portes pour se saisir de ces outils-là afin d'impacter. Je pense il faut quand même saluer ce mouvement-là, quoique je dis ce frémissement qui est là, qui pourrait, avec le temps, devenir quelque chose de plus important et arriver au niveau des économies telles celle de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria. C'est ce que je souhaite pour l'économie gabonaise, parce que les jalons sont là et à nous de les saisir et de les mettre en œuvre. Ok, merci Séverin. Merci à tous les deux pour ces nouveaux éléments de réponse et nous enchaînons avec la préoccupation suivante. À la suite de la semaine africaine du climat tenue à Libreville l'an dernier, le Gabon a consolidé sa réputation d'acteur de premier plan en matière d'action climatique, notamment avec 8% de sa surface qui est couverte de forêts. D'après vous, s'agit-il d'un vecteur d'attractivité économique pour ce pays d'Afrique centrale? Excusez-moi, ce n'est pas 8%, c'est 88%. Ah, 88%, merci pour la correction. Merci. Merci. Ça prouve bien que en même temps, c'est une actualité qui n'est pas erronée. Bon. Absolument. Alors, je vais tenter une esquisse de réponse. Je pense que Séverin va forcément référer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la diversification de l'économie aussi s'entend aussi de mettre en place un système financier efficace. Voilà. Lorsqu'on parle du crédit carbone, on parle forcément de réserve naturelle. Donc, on est franchement, comme on le sait tous, dans un monde qui se globalise. Donc, les économies industrialisées continuent de polluer. Voilà, on est dans le même village, le même environnement. Et après, en fait, en termes de droit, en termes de responsabilité, en fait, des acteurs, il faut que celui, justement, qui pollue, en fait, assume. Voilà, je crois que la mise en perspective de cette responsabilité-là a conduit à tout ce que nous savons aujourd'hui sur la COP 21, sur la politique écologique, sur la réduction de la taxe carbone et tout ça, voilà. Et puis bon, il s'est créé des fil en aiguille le marché financier du crédit carbone. Donc, question, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour convertir ce capital écologique en fait en instrument sur lequel en fait on peut capitaliser une économie de marché. Je crois que pour ma part c'est tout l'enjeu de l'Afrique. Voilà, le Gabon donne l'exemple aujourd'hui en fait avec ce vaste couvert végétal pour dire en clair en fait c'est possible en fait de maintenir en fait son couvert végétal et donc créer une économie collaborative. C'est tout l'enjeu justement de cette première émission qui est quand même assez importante aujourd'hui. Je crois que ça a été annoncé. Il y a eu quand même une très belle communication là-dessus. Mais pour ma part, c'est la conséquence aussi d'une politique soutenable aussi. Puisqu'on n'en arrive pas à ce résultat-là du jour au lendemain. Donc, c'est d'abord et avant tout une vraie vision du gouvernement, franchement, de mettre en place un fonds climatique, un fonds vert, voilà. Donc, voilà. Après, ce que je peux dire, personnellement, ou en tant qu'analyste sur le sujet, en fait, voilà, c'est vrai, il y a un super grand couvert végétal, il y a des communautés qui vivent, en fait, dans tout le Gabon, du nord au sud, de l'est à l'ouest, voilà. Il y a des enjeux locaux du financement de l'économie locale, voilà. Il y a des enjeux même qui peuvent être liés à la décentralisation de l'économie. Et voilà, en fait, une manne, voilà, qui arrive, en fait, comme un super impôt, finalement, qui peut jouer un rôle extrêmement important si, en fait, ces fonds-là sont réellement distribués, en fait, en tenant compte du potentiel économique de chaque zone. Je m'explique, voilà. On a 88% de couvert végétal, estimant, par exemple, que la zone de Haut-Ogooué, par exemple, a su se couvrir, je sais pas moi, 20% ou même 15% de contribution à cette émission, par exemple. Voilà. On pourrait dire, tiens, ok, pour les communautés qui vont peut-être encourager à la déforestation et tout ça, en fait, on peut mettre en place, en fait, un fonds qui
peut amorcer le développement de micro-entreprises locales. Vous voyez, voilà. Et tout ça, en fait, autour de cette économie, en fait, écologique. Et ça franchement, c'est une mesure, en fait, que je pense peut être envisageable, justement, en fait, pour changer un peu la donne, pour ne pas que, justement, le financement de l'économie soit forcément tributaire d'importation, d'IDE et tout. Mais là, on a également encore une autre poche qui souffre avec le financement vert, avec le crédit carbone, voilà. Et je pense que c'est un gros marché en fait, voilà, voilà, en termes de potentiel, l'émission de, je crois, d'1 milliard de dollars qui a été annoncée, pour moi c'est rien, voilà, on peut faire encore plus en termes de captation de CO2, donc émettre à chaque fois en fait, voilà, ce sont les instruments financiers, le crédit carbone c'est un instrument financier, au même titre que émettre de la dette, voilà, un emprunt obligataire par exemple, donc je pense que l'État a là en fait un instrument puissant qui pourra en fait voilà, rehausser l'économie de façon générale. Mais encore une fois de plus, la réflexion pour moi doit être menée encore une fois de plus au plan local. Pourquoi? Parce que quand on a toutes ces ouvertures, on a tout ce potentiel, la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on amorce à partir de ce moment-là une économie qui vise à favoriser le développement local? Si oui, voilà, il faut faire la promotion des entrepreneurs locaux, ce que Séverine disait, les champions locaux, voilà, dans chaque zone en fait, pour encourager la décentralisation, faire en sorte que le développement atteigne en fait les différentes contrées. Voilà. Donc, je pense que si ça se situe à ce niveau-là, il y a un réel enjeu en fait de soutenir l'action de cette émission-là. Merci Achille. Séverin. Séverin, tu as le micro fermé. Oula. Merci Julien, merci. Je suis très heureux de partager ce panel avec Julien parce qu'il apporte, il apporte des précisions du moins sur le plan économique qui viennent un peu compléter du moins l'analyse qui a une forte portion juridique que j'ai. Et dans ce qu'il a dit, je partage parfaitement. Il faut dire que le Gabon d'abord a une tradition écologique qui date de près d'une vingtaine d'années, lorsqu'en 2001, le feu président Omar Bongo avait décidé d'ériger 13 parcs nationaux, des espaces en 13 parcs nationaux naturels. C'était une décision qui avait été très, très, très appréciée lors de la conférence de Rio, mais pas très bien compris par les populations à cette époque-là. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. Les actuels dirigeants ont multiplié les actions, notre adhésion au Commonwealth. Aujourd'hui, du moins, le code pénal a même été modifié pour dire que aujourd'hui, les attaques contre l'environnement sont dirigées en termes dans la hiérarchie des délits comme des crimes. Donc, c'est pour vous dire que du moins l'écologie est au cœur même de la politique économique du chef de l'État. Et d'ailleurs, le Gabon, les forêts gabonaises absorbent 140 millions de tonnes de carbone, de CO2 par an, et on n'en émet que 30. Et donc aujourd'hui, on a le Fonds gabonais d'investissement stratégique qui a commencé à recevoir qui gère tout ce qui est finance, la finance climatique. Et d'ailleurs, on a érigé un Conseil national climat qui est directement rattaché à la présidente de la République. Je pense que lors de la COP 26, le Gabon avait le lead du groupe du négociateur africain. Et je peux vous dire que le Gabon a toute une stratégie de financement, du moins toute une stratégie pour le financement et utilise tous les instruments nécessaires. Et le chef d'État a compris que la zone du Commonwealth du moins se situe à un niveau bien très avancé dans l'implémentation de la stratégie du financement écologique et d'autres ouvertures. Donc, on s'imprègne du moins de l'expérience britannique et des autres confrères pour les avoir. Et aujourd'hui, on a des gros acteurs, des grands acteurs qui sont là. Moi, je vis et je travaille à Port-Gentil, dans la capitale pétrolière, et je peux vous dire que
je fais des consultations à mes temps perdus et aujourd'hui, un tiers des consultations pour lesquelles je suis sollicité portent sur l'environnement parce que même les compagnies pétrolières qui étaient des intouchables à une certaine époque, aujourd'hui, sont obligées de faire attention à l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement devient une opportunité où les locaux s'engouffrent. Je prends un exemple. Nous avons à Port-Gentil une entreprise qui se nomme IEG, Impact Environnement Gabon, qui a reçu la visite du chef de l'État et qui aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale, possède, du moins fait dans le traitement des déchets et des hydrocarbures, mais qui est un laboratoire d'analyse du moins de haut de pointe et qui est le numéro 1 dans la zone de l'Afrique centrale. Et ils reçoivent dans ce truc des déchets de toutes sortes qui viennent du Cameroun, du Congo, de la Centrafrique. C'est pour vous dire que ce pont-là était, du moins, est vraiment quelque chose qui est très exploité et ça voit que l'environnement, à un moment donné, pour certains, c'était juste des manifestations. Aujourd'hui, l'environnement, c'est un business. C'est vraiment un business. Et on voit émerger chaque jour des entrepreneurs qui évoluent dans ce domaine-là. C'est contre, du moins, la politique de ma ville, mais je dois avouer qu'aujourd'hui, loin d'être satisfait, mais je peux quand même reconnaître aujourd'hui que même au niveau des autorités locales, la question environnementale est très prise aujourd'hui. J'ai des amis qui lancent des business. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, non, je fais la collecte des ordures. Bon, à un moment, on en rit, mais après quelques années, lorsque cet ami commence à acheter un 4x4, à ramasser des ordures, on commence à se dire, bon, voilà, il y a des choses qui bougent. Vraiment parce que dans le commun des Gabonais, c'était une époque, on voulait tous être fonctionnaires, on voulait tous rentrer dans les compagnies pétrolières et autres. Mais aujourd'hui, ça ne dérange plus un jeune Gabonais qui a son diplôme d'ingénieur dans les domaines de se salir les mains et de voir qu'en se salissant les mains, en ramassant les ordures, il peut devenir riche. Et c'est déjà un changement de mentalité au niveau local qui est perceptible et honnêtement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et dernièrement, nous avons une école nationale des eaux et forêts et j'ai été heureux de voir que cette école reçoit des élèves des étudiants qui viennent du Cameroun, qui viennent en spécialisation, qui viennent des pays voisins pour des spécialisations. Cela démontre que l'expertise gabonaise en la matière est appréciée et déjà, donc nous avons tous les vecteurs qui sont ouverts et pour compléter là, maintenant, comme on dit, nous sommes à un début, nous ne pouvons pas rester dans la béatitude. Il y a encore des efforts à faire, mais il faut remarquer qu'il y a déjà cela. Ok. Merci à tous les deux encore. Et nous embrayons avec la préoccupation suivante. Le positionnement écologique du Gabon détermine certaines organisations internationales, telles que la FAO par exemple, a affirmé qu'il est doté de fortes potentialités halieutiques et aquacoles. Partagez-vous ce point de vue? Absolument. Parce que lorsqu'on parle d'écologie, on parle d'écosystème. Donc l'écosystème va tenir compte franchement de la vie aquatique, de la vie forestière, de la vie en fait ambiante aussi. Donc il y a la préservation là justement de l'écosystème. C'est 2 fois plus important qu'aujourd'hui de le mentionner parce que lorsqu'on regarde un peu le niveau d'industrialisation, même un peu au niveau démographique, on se rend compte que les ressources
tendent en fait à se raréfier, à diminuer aujourd'hui. Par rapport en fait à la demande qui va toujours croissante et tout, cela peut avoir une incidence malheureusement sur la qualité de vie, par exemple, sur la santé physique, la santé mentale, franchement beaucoup de choses. Et en la matière, je pense que l'Afrique a toute une réponse à adresser au reste du monde, voilà. Et cette réponse, pour moi, en fait, dans les éléments de la réponse, il y a forcément justement le couvert végétal qui joue un rôle assez important. Voilà, préserver la nature, c'est aussi maîtriser aussi tout ce qui est aquaculture, tout ce qui rentre aussi dans la préservation de nos eaux, tu vois, des mers, des lagunes et franchement tout cet écosystème-là, voilà. Mais au-delà de ça, au-delà de cette préservation, il faut aussi développer des cultures qui favorisent en fait l'alimentation mondiale, par exemple. C'est-à-dire, on peut aussi investir dans une agriculture qui réponde en fait aux besoins conjoncturels aujourd'hui. Je pense que l'Afrique peut effectivement jouer ce rôle-là en fait d'alimenter le reste de la planète parce qu'on regarde ce potentiel qu'elle a et tout. Pourtant qu'on ne dégrade pas non plus le couvert végétal, on peut exploiter intelligemment en fait des cultures autour de ce grand couvert végétal là et je peux faire aussi un lien entre cet objectif-là et justement le fond vert, comme on dit, le crédit carbone, voilà. Donc je pense que on peut soutenir des projets carbone en miniature, mais des projets carbone orientés dans le développement de l'agriculture, tout simplement, voilà. Donc quand je parle d'agriculture, je parlerai en fait des produits de première nécessité, voilà, donc tout ce qui peut rentrer dans l'alimentation, pas forcément l'agriculture de transformation, parce que le besoin aujourd'hui il est vraiment vital en fait, voilà. Il faut que l'Afrique arrive à s'autosuffire, à s'auto-alimenter naturellement, voilà, donc tout cela passe par ça. Donc, si les fonds verts capés à travers l'émission du crédit carbone peuvent en partie financer des entreprises agricoles portées par des jeunes gabonais, par des jeunes africains, localement, je pense que franchement, il n'y a pas meilleur en fait système circulaire. Voilà, c'est vraiment une économie vertueuse qu'on met en place. À la fois, on préserve l'environnement, on crée une activité économique, on adresse une problématique continentale, voire mondiale, voilà, et puis on se développe. Je pense que porter les réflexions sur les enjeux de cette économie circulaire qui va tenir compte de l'environnement, de tout ce qui peut être aquatique, de la nécessité aussi de nourrir la population et tout ça avec un fond climatique derrière. Voilà, je pense qu'il faut vraiment creuser un peu tout ça pour que justement on arrive à créer une économie soutenable, forte encore une fois de plus. Voilà, moi je crois personnellement à l'économie décentralisée. Je pense pas qu'il faut centraliser en fait l'économie, il faut réellement la décentraliser pour favoriser l'autonomie des territoires, tu vois, pour que chaque territoire crée sa richesse au fur et à mesure. Et ça, en fait, si c'est bien amorcé, ça va à terme créer une compétitivité saine. Et dans cette compétitivité saine-là, si on reste sur le cas gabonais, je crois que l'écologie a toute sa place. Bâtir une économie forte en s'appuyant sur des fondamentaux forts. Et c'est ça, en fait, il ne faut pas les dégrader. Donc, comment est-ce qu'on reconvertit ce capital écologique en capital financier, en capital économique, tout en restant en fait très ouverts en fait au développement. C'est autant de réflexions qu'il faut creuser et on y est. Voilà. Pour moi, je pense qu'il faut que la volonté politique soit davantage affirmée sur cet enjeu-là, qu'on mobilise bien entendu les expertises locales, voilà, qu'on fasse se jouer la stratégie du benchmark, mais tout en se disant tiens, il faut en fait promouvoir les champions nationaux. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, il me paraît normal que ce soit des entreprises détenues par des capitaux, en fait, gabonais, qui soient à la base de la création, en fait, de l'emploi de façon massive. Vous voyez ? C'est très important pour promouvoir l'économie nationale. Voilà. Si on rentre un peu dans les enjeux liés au PIB, on se rend compte que le PIB, en guillemets, sera la somme de valeur ajoutée donc la richesse créée par les entreprises. Mais lorsqu'on dit ça, quand on creuse un peu cette notion, qu'est-ce qu'on observe finalement? Donc on va observer que d'un côté, on a des multinationales, c'est bien,
pas de souci en fait qu'ils soient là, qui participent. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on fasse émerger en fait franchement les nationaux pour que la richesse en fait qui est générée par le PIB soit la sommation en tout cas de façon égale en fait de la richesse produite à la fois par les nationaux comme les entreprises indépendantes et ça crée un équilibre. Ça crée un équilibre. Voilà. Et finalement, je pense que voilà, c'est beaucoup de choses qu'il faut regarder. Et l'écologie, pour moi, au Gabon, est pour moi le vecteur principal autour duquel on fait, doit se penser le renouveau de cette économie-là. Et en se disant il faut dématérialiser, il faut mettre en place des projets carbone, voilà, qui vont financer des projets agricoles, voilà. On peut encourager l'innovation technologique sur le secteur agricole, voilà. Et tout ça soutenu par une politique de décentralisation accélérée. Je crois que si c'est bien amorcé pour ça, on pourrait s'attendre à des résultats très, très, très satisfaisants, en tout cas dans les prochaines années à venir. Merci Achille Sévérin. D'accord. Je partage ce point de vue. Je partage ce point de vue. Et le Gabon a 800 mètres de 800 mètres de côte. Donc le potentiel halieutique aquacole est réel et très fort. Et je vais vous partager une petite histoire. J'ai commencé mon droit à l'université Omar Bongo et en deuxième année, j'avais un collègue très brillant d'ailleurs qui a dû arrêter ses études du fait du décès de son papa, enfin de ses deux parents en même temps dans un accident. Et ce mec-là d'arrêter ses études pour essayer de se prendre en charge et de prendre en charge ses deux frères à la suite du décès de leurs parents. Donc il vit à Lambaréné et il m'a dit Séverin, voilà, aide-moi, je vais créer une coopérative. On a essayé de créer une coopérative et je dis mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je dis bon, je vais rassembler certains jeunes de Lambaréné et les prendre comme des écailleurs de poisson. Donc ils avaient une entreprise, une PME qui mettait à disposition des jeunes pour écailler le poisson parce qu'il y a un type de poisson qu'on appelle sandon qui est très prisé par le Congo voisin. Mais aujourd'hui, 10 ans après, son entreprise est structurée. Ce monsieur-là, il a un numéro de situation fiscale, il paye ses impôts et son entreprise vit. Aujourd'hui, le nouveau Premier ministre qui a été nommé il y a cela un mois a du moins pris une mesure qui a fait rire la nation, mais qui est une réalité d'ouvrir des centres pour former des écailleurs. Donc, vous voyez, 10 ans en avant, ce jeune-là, aujourd'hui, est accompagné par le FAO, c'est la raison pour laquelle je me permets de raconter cette anecdote. Il est accompagné par des structures telles que le FAO, il est accompagné par l'État. Aujourd'hui, il est structuré, il a son siège, il a son local, il y a des voitures, et son poisson, et les restaurants de la capitale, du moins sollicitent ses services. Donc, et l'histoire-là, ce n'est pas un confrère camerounais, ce n'est pas un confrère congolais, c'est un Gabonais, ça a fait boum. Maintenant que cette histoire-là a été publiée dans les journaux locaux comme Success Stories, et aujourd'hui, on ne trouve plus anormal du moins d'essayer d'entreprendre dans ce domaine-là. Parce que aujourd'hui, la marine gabonaise bénéficie de l'expertise de la marine camerounaise pour sécuriser nos côtes, parce que vous savez qu'il y a des chalutiers chinois qui pêchent sans respecter aucune règle, pour protéger au sans moins autorisation. Et donc, il y a l'expertise du FAO, il y a l'expertise japonaise en la matière qui est très forte, qui est mondialement reconnue, qui est là. Et il y a des jeunes, comme je viens de les citer, qui commencent à se lancer. C'était quelqu'un qui vient, mais au niveau de la culture, au niveau de la transformation, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je ne parle même pas de la distribution, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a énormément de sources à se faire. Merci encore à tous les deux. Et la préoccupation suivante, malgré un PIB évalué à 3,4% selon la Banque africaine de développement BAD pour 2023,
La santé, l'éducation et le développement des infrastructures demeurent au cœur des préoccupations des dirigeants. Comment expliquez-vous cela? Donc ça, c'est exactement les Gabonais. Parce qu'à un moment donné, vous savez, on a énormément bénéficié de la manne pétrolière. Oui, Et cette manne-là, une grande partie a servi à financer la politique. Vous savez, le groupe qui a eu en 90 et, euh, et tout ce qu'il fallait faire, on a énormément financé la politique et aujourd'hui, en 2016, en 2015, excusez-moi, j'ai fait partie d'un panel, du moins qui traitait ces questions pour mettre en exergue les préoccupations majeures des Gabonais. Et effectivement, c'est la santé. Le plateau technique est défaillant. Même si on peut s'enorgueillir d'avoir du moins le système de la CNAMGS qui permet aux Gabonais économiquement faibles d'accéder aux premiers soins, c'est une réalité, sauf que ces structures médicales qui ne sont pas régulièrement payées par l'État refusent du moins certains patients. Donc, la santé, les plateaux techniques sont défaillants. Le président lui-même l'a reconnu dans son discours. Il s'est engagé à du moins apporter des correctifs. L'éducation, nous avons à un moment donné un système, une agence nationale de bourse qui était très appréciée, très enviée par le monde, mais aujourd'hui, du moins, la partie réservée à l'investissement dans le budget de l'État diminue chaque année. Donc, les services, on va dire, sociaux reçoivent de moins en moins de contributions de l'État. Et donc, ça crée un problème pour les qui espéraient tous, comme on le disait, bon, voilà, moi qui suis à Mayumba, dans le sud-ouest du Gabon, je suis un petit fonctionnaire, mon fils est brillant, et j'ai l'assurance que après l'obtention de son bac, il bénéficie d'une bourse pour aller faire ses études supérieures à l'étranger. allô? Là encore, c'est une. Excusez-moi, pour éviter que ça, je m'arrête, je vais rapidement. Stop. Hmm. Allô? Donc, cela a été réservé pour les Gabonais économiquement faibles. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'à certains moments, c'était les plus nantis qui bénéficiaient de cela et qui bénéficiaient des meilleurs. Alors qu'à certaine époque, moi, comme mon papa me le dit, s'il a pu, lui, sortir de son village, s'il a pu faire ses études en France, c'est parce qu'à l'époque, du moins, l'implication sociale de l'État dans la formation de ses fils était vraiment plus ou moins, on va dire, objectif. Aujourd'hui, nous avons certains pans de notre économie qui est là. Par contre, au niveau des infrastructures, je dois le reconnaître, l'État fait énormément d'avancées. Ça fait 10 ans que ça dure. Je prends le cas de Port-Gentil. Port-Gentil, c'est une presqu'île. Port-Gentil est une presqu'île
Et aujourd'hui, Pont-Gentil est relié à l'Interland par un pont. Je pense que c'est l'un des ponts les plus longs d'Afrique, de 8 km. Un pont de 8 km. Aujourd'hui, dans le sud du pays, à Mayumba, pour passer d'une rive à l'autre, on utilisait un bac jusqu'en 2015. Et vous imaginez. Aujourd'hui, il y a un pont. Quand on sort de Libreville, les environs de Libreville, donc de Gango, et qui sépare l'estuaire à l'Omoyenogoué, il y a ce pont-là qui a été rénové à cette époque. Il fallait attendre que le monsieur de ce pont fasse venir le bac. Mais si c'était un jour il a reçu sa paix et qu'il s'est enivré, tout le monde reste de l'autre côté. Donc il y a vraiment aujourd'hui, et ça il faut les autorités ont vraiment mis énormément d'accent aujourd'hui. Dernièrement, j'ai fait le nord du pays en voiture. Il y a des gros efforts qui ont été faits en termes d'infrastructure. Des gros efforts en termes d'infrastructure. D'accord. Aujourd'hui, Libreville est une ville qui accueille. Je pense que pendant la CAN 2017, on nous parlait de quasiment de 200 000 lits à Libreville. On a organisé des événements aujourd'hui qui ont stimulé cette situation. Il y a eu la co-organisation de la CAN 2012, il y a eu l'organisation de la CAN 2017, il y a eu au début des années 2010-2011 le New York Forum for Africa, qui est organisé à Libreville. Aujourd'hui, on a des événements du moins à dimension internationale qui donnent la visibilité au début et qui, du moins, impactent notre capacité d'accueil. Les infrastructures sont là. Il y a une réelle volonté de l'État de les améliorer. Il y a une réelle volonté de l'État. Le nombre de salles de classe a triplé. Aujourd'hui. Par contre, on a maintenant du mal à trouver des enseignants qui acceptent d'aller travailler dans l'intérieur du pays, si bien que parfois on le crie, mais le gouvernement est bien obligé d'aller du moins solliciter la coopération pour prendre des instituteurs de nationalité béninoise ou congolaise qui sont disponibles pour accepter de travailler à l'intérieur du pays parce que bon, le Gabonais, il ne veut pas aller là-bas. Mais c'est juste pour montrer que il y a vraiment des efforts à faire au niveau de la santé. Le système de santé est en crise, il faut le reconnaître. D'accord. Quand on voit le nombre d'évacuations sanitaires, oh là là. Merci Séverin. Allô? Ouais, je suis là. Je crois que Séverin a un petit souci. Je crois bien, moi aussi. Donc peut-être un petit mot sur ça. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que le PIB s'apprécie, s'améliore. Et en fait, il faut en fait aussi songer, je pense, à la préservation des infrastructures dont on a parlé, en tout cas dans les différents secteurs. Hein. Voilà, tout ce qui a été fait. Il ne faudrait vraiment pas que les idées qui ont été employées justement à ces infrastructures, en fait, finalement, au bout de 5 ans ou 10 ans, en fait, se dégradent. Si tel est le cas, en fait, cela peut avoir une conséquence justement sur le PIB, sur le taux du PIB actuel, voilà. Et puis parallèlement aussi, lorsqu'il y a des marchés qui sont accordés aux entreprises pour la réalisation d'infrastructures éducatives, de santé, des grands œuvres consorts et tout ça, voilà. Il faut absolument en fait qu'il puisse y avoir une rétrocession en fait de ces marchés à des PME locales qui puissent aussi en fait en profiter. Vous voyez, parce que malheureusement, lorsqu'on regarde un peu ce qui a été fait dans le secteur énergétique, par exemple, sur le terrain du manganèse et même du pétrole, on se rend compte qu'en fait cela profite absolument aux grands groupes, voilà, aux multinationales, mais il faut que derrière ces multinationales travaillent avec des boîtes pétrolières gabonaises qui elles en fait peuvent sous-traiter des marchés. Cela permet en fait de créer deux choses. Premièrement, en fait, de mettre en place un système de transfert de technologie. Voilà, c'est très important pour que demain, en fait, on puisse être à mesure nous-mêmes, voilà, d'exploiter, de structurer l'économie un peu comme ça se passe ailleurs aussi. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on crée
des précarés, des monopoles, tu vois, ces systèmes d'oligarchie économique. Et voilà, dans le temps, ça peut être bénéfique, mais à terme, en fait, cela devient préjudiciable pour l'État, pour la population qui en pâtit. Si malheureusement il y a la survenance d'une crise quelconque qui va demander en fait que les capitaux étrangers soient rapatriés, par exemple. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à tout ça. Voilà, le PIB doit pouvoir, dans sa détermination, tenir compte, encore une fois de plus, de la contribution des entreprises nationales, y compris en fait les entreprises étrangères. Il faut en arriver en fait sur un terrain d'égalité pour équilibrer un tout petit peu la balance, voilà, pour ne pas que justement on soit une économie diversifiée, mais que la diversification soit orientée exclusivement à 80% vers l'étranger. Ça peut être en fait problématique, ça peut même créer après voilà, en fait, ça peut avoir une incidence sur la sécurité nationale finalement, parce que si des secteurs stratégiques sont aux mains en fait de beaucoup d'acteurs, pourtant qu'il n'y a pas les nationaux, je pense que ça peut créer un gros souci à terme. Merci, Achille, pour ces éléments d'éclairage. Bon, merci également à Séverin, en espérant qu'il nous retrouve assez rapidement. On va poursuivre notre échange avec la 7e préoccupation. Ouais. En matière d'investissement au Gabon, d'après vous, quel est le chiffrage de l'investissement entrepreneurial et quel est le chiffrage des IDE? Très belle question. Alors, très belle question. Il y a un lien à faire forcément ces deux notions. En termes d'idées, je pense que le stock d'idées a progressé au Gabon. On est en ce moment entre 2013 et 2022, en tout cas selon les dernières statistiques que j'ai pu voir. On a près de 12 milliards en fait de dollars en fait de flux d'IDE sur la période, ce qui n'est pas mal en fait de façon générale. Au niveau du tissu économique, donc du tissu local en fait, du tissu de PME, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Voilà. Lorsqu'on regarde la courbe du chômage, qui est quand même assez élevée, selon les données de la Banque africaine de développement, on est autour de 40% de chômage. Voilà, et je pense que c'est un peu élevé. Il y a 10 ans en arrière, 5-10 ans en arrière, autour de 20%. Là, on se rend compte que le taux a doublé en fait. Voilà. Donc je pense qu'en ce moment-là, cela doit pouvoir cristalliser un peu les regards. Et je me suis dit finalement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour adresser cette problématique-là? Quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour adresser cette problématique-là déjà? Voilà. Parmi ces mesures, il faut forcément mettre en place, et ça a été mis en place par l'agence gabonaise d'investissement qui encourage franchement, qui a non seulement simplifié la procédure de création d'entreprise avec tout un tas de mécanismes, d'outils en fait d'accompagnement des entrepreneurs. Ça, c'est déjà très bien. Donc, l'État favorise de ce point de vue la facilitation du business, va mettre en place un corpus juridique pour sécuriser les investissements, les transactions. Ça je pense que c'est mis en place et ça fait partie justement de la mission régalienne de l'État. Mais de l'autre côté, il faut réellement adresser la problématique en interne dans le tissu entrepreneurial. Voilà. Le tout n'est pas de brandir le slogan de l'entrepreneuriat comme étant un slogan du nôtre, mais en fait, c'est vraiment concrètement de poser des actions concrètes. Voilà. Et pour moi, les actions concrètes, au-delà de la firme entrepreneuriale, c'est par exemple au niveau des marchés publics. Il faut en sorte que les PME ou les très petites entreprises en fait puissent en fait être incentivées sur les marchés. C'est très important. Voilà. Lorsqu'il y a un marché qui est obtenu, il faut qu'en fait dans l'exécution du marché, on tienne compte des PME, des TPE. Voilà. Oui, des opérateurs locaux. Vous m'entendez? Oui, des acteurs économiques locaux. Les acteurs économiques locaux, voilà. Mais en fait, il faut que cela fasse l'objet en fait d'une codification. Ça ne doit pas que ce soit juste un mot ou un thème. Voilà, il faudrait qu'on dise clairement, lorsque vous obtenez un marché public au Gabon, peu importe le marché et tout, voilà, vous devez en baser 5 à 10 PME en fait, voilà, sur des contrats. Ça favorise en fait l'oxygénation de l'économie et ça permet en fait la distribution de la richesse en fait à un plus long en fait, enfin un plus large éventail, pardon, voilà, d'acteurs. Et c'est vraiment ça, c'est ce sur quoi en fait l'État doit se concentrer. Parce que si on met en place des mécanismes
booster l'entrepreneuriat local, il faut que derrière ça suive. Parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à avoir les marchés au plan local ne pourra pas en fait se développer à l'international. C'est très important. Donc ça, c'est une mesure à prendre en compte. Il faut aussi mettre en place des fonds d'incitation, voilà, pour pouvoir en fait booster quelque part le développement des entreprises. Parce que une entreprise, ça se développe à deux niveaux. D'abord au niveau du working capital, donc tout ce qui va être fonds de roulement, puis après au niveau des investissements massifs. Là, en fait, c'est lorsqu'on va être porté en fait sur des objectifs un peu plus massifs, doubler par exemple le taux d'emploi, la création de l'emploi et tous ces indicateurs. Mais je pense que l'État aussi peut favoriser en fait la mise en place ou mettre en place, pourquoi pas, un cadre fiscal incitatif à la création de véhicules d'investissement. Voilà. Permettre par exemple à des fonds internationaux de s'installer en fait au Gabon dans des mécanismes fiscaux super attractifs, et ces derniers pourront en fait s'investir pleinement dans la microéconomie par exemple. Voilà. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Voilà. À un moment donné, en fait, il ne faudrait pas que l'État se substitue au privé. L'État peut mettre en place des cadres, l'État peut faire des gestes, l'État peut accompagner à un certain niveau, mais il faut que la gestion reste entièrement privée, pour que le marché en fait s'autorégule et qu'on soit finalement dans une théorie de marché équilibrée. Donc ça, c'est une seconde mesure que l'État peut favoriser. La troisième mesure, c'est ce que Sévérin a relevé au passage. C'est important de faire la promotion des champions locaux. Voilà. Moi, j'écoutais le témoignage de cette success story là, de ce jeune justement qui a développé une industrie dans le domaine aquatique par exemple, voilà, avec les cailles, les poissons et tout. Aujourd'hui, si voilà, c'est une success story. Il faut justement faire la promotion de ces champions locaux là, autour d'eux en fait, leur donner les moyens de faire plus, parce que lorsqu'on identifie une entreprise qui a réussi à émerger, qui employait 10 là aujourd'hui, qui a peut-être à 50 employés et tout, il faut que l'État en fait puisse accompagner significativement cette entreprise là en fait à démultiplier en fait ces opérations. L'objectif, c'est vraiment d'absorber le maximum, de créer le maximum d'emplois possible. Voilà. Pourquoi pas créer aussi via ces genres d'entreprises à succès en fait des entreprises qui vont aussi se greffer à créer des chaînes de valeur complémentaires à ce système-là. Tu vois? Donc c'est important aussi d'amorcer des politiques qui favorisent en fait la valorisation des champions nationaux. Voilà. Et quoi d'autre encore? Dernier point que je peux indiquer, on est dans une économie corrélée, une économie de marché. Donc, on ne peut pas lancer un business au Gabon et puis se focaliser sur le marché gabonais. Donc, c'est très important aussi d'être ouvert à l'extérieur, de faire en sorte que les entrepreneurs gabonais aussi puissent en fait s'affirmer sur le marché africain, par exemple au Cameroun, au Congo, au Maroc, au Nigeria, au Ghana. Voilà, sur d'autres marchés, voilà. Mais avant d'en arriver à cette étape, il faut que déjà à la maison, en fait, la structure soit forte. Donc c'est très important. C'est très important de tenir compte de ces derniers leviers-là. Au-delà du fait qu'on internationalise le business, c'est par ailleurs aussi un signe de croissance et un signe de succès. Et ça permet en fait de pouvoir rester demeuré dans la durée. Donc voici un peu ce que je pourrais dire chez Ivan sur cette question. Merci Achille. Bon, Sévérin ne nous a toujours pas retrouvés, mais malheureusement, compte tenu des contraintes de temps qui nous sont imparties, nous allons devoir poursuivre notre échange en espérant et en croisant les doigts très fort pour qu'il nous retrouve avant qu'on ne soit parvenu au terme de cet échange, de ce café juridique. S'agissant des IDE, d'après vous, quel est le top 5 des puissances étrangères qui investissent au Gabon? Sans surprise, je pense qu'on a un déclassement de la France qui s'est fait, enfin la France parce que c'est un pays francophone, mais il y a un déclassement qui s'est fait, qui s'est fait en fait, qui est amorcé dans la décennie dernière en fait, qui fait qu'aujourd'hui la France n'est plus dans le top 5 des puissances qui investissent énormément justement au Gabon. Je pense que la première puissance aujourd'hui, les premiers idées, c'est la Chine. La Chine a massivement investi dans les infrastructures au niveau du Gabon. C'est beaucoup investi avec avec plusieurs entreprises dans le secteur minier, pétrolier aussi. Je pense que c'était rappelé au passage par Sévérin aussi. Voilà, donc la Chine joue en fait un rôle moteur en tant que premier acteur idéal au niveau du Gabon. En deuxième position, on va compter le Maroc aussi, qui a mis du
justement ces investissements sur le marché aussi. Et pour ma part, c'était très bien parce qu'au niveau justement du Maroc, c'est une économie africaine. Il faut encourager, à mon sens, la promotion, j'ai envie de dire, des économies africaines. Il faut que l'Afrique finance l'Afrique. C'est un très bel exemple de coopération économique que de se retrouver avec justement une entreprise marocaine qui finalement devient un acteur économique majeur sur le continent. Ça devrait pouvoir inspirer des économies comme celle du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte aussi, pourquoi pas de la Côte d'Ivoire aussi, à diversifier en fait leur économie en se positionnant comme des acteurs majeurs dans le financement d'entreprises internationales par exemple. Donc ça, c'est un aspect qui est aussi beaucoup important à relever. Donc le Maroc. En troisième position, on a le Singapour, qui lui investit énormément dans le secteur minier, le secteur énergétique aussi, et aussi dans l'agriculture, qui ces dernières années en fait a multiplié ses investissements justement au niveau du Gabon. Le Singapour, c'est une économie prospère. C'est un pays qui ces dernières années en fait est passé du simple, je dirais, au triple aujourd'hui. Voilà. Et le Singapour fait partie justement des puissances asiatiques en fait qui ont réussi en fait non seulement la transformation substantielle de leur économie, donc passer d'une économie primaire à une économie franchement développée avec la transformation, la mécanisation justement de leur agriculture, le tissu industriel c'est aussi bonifié, on a pu le voir, et le Singapour aimerait pouvoir tisser justement des relations fortes avec ses partenaires, et je pense que l'Afrique à travers le Gabon justement fait partie de ces pays en fait d'attraction du Singapour, qui a franchement été cité comme un modèle, puisque le Singapour dans les années 80-90 avec exactement le même niveau de développement que la plupart des pays africains. Bon, aujourd'hui, on est vraiment fiers de cette transformation. Donc, le Singapour compte également au rang des puissances qui investissent massivement au niveau du Gabon. Il y a aussi l'Australie. Alors l'Australie en fait qui va agir beaucoup sur les places pétrolières et énergétiques, voilà. C'était rappelé aussi par Séverin. Donc l'Australie et avec le Canada, mais plus l'Australie qui compte comme un acteur majeur justement au niveau du Gabon. Puis je citerai les Pays-Bas, pour finir. Donc voici les grosses puissances étrangères qui jouent un rôle moteur et majeur en fait dans le stock d'IDE au niveau du Gabon. D'accord, merci Achille. Et s'il fallait définir maintenant également une shortlist de secteurs porteurs d'opportunités d'investissement au Gabon, quelle serait la vôtre? Alors, bonne question, mais je dirais en premier d'abord le secteur écologique, parce qu'en fait je pense que c'est sous-exploité. 88% de couverture végétale, 140 millions de crédits carbone, une émission seulement de 35 000 crédits carbone. La taxe carbone, le crédit carbone est évalué à $14. Donc l'émission annoncée tout récemment de 1 milliard de dollars équivaut justement à cette proportion-là. Donc il y a un gros potentiel. Donc pour moi déjà, le marché du crédit carbone, franchement, est un secteur majeur. Seulement il est méconnu. Il est méconnu de beaucoup d'acteurs, donc il y a vraiment un gros travail à faire au niveau local, notamment au niveau des collectivités territoriales, des différentes villes, les principales villes en fait, voilà, pour bâtir une économie écologique autour franchement du crédit carbone, à financer l'agriculture, l'agritech comme on dit, à financer en fait la production agricole alimentaire, à partir en fait de cette captation là. C'est très important parce qu'en fait c'était rappelé, le secteur agricole fait partie aussi des priorités de la Banque africaine de développement en termes d'investissement, parce que nourrir la population mondiale est un gros enjeu aujourd'hui. Je l'ai indiqué dans les questions liminaires. On observe en fait une baisse de la courbe en fait des ressources, mais en fait la demande est grandissante, donc forcément il faut mettre en place des mécanismes en fait à ce niveau-là, et l'agriculture vraiment constitue le second secteur. Donc je dirais le secteur écologique en rapport avec le crédit carbone. En deuxième pilier, je parlerai de l'agriculture,
très clairement, voilà, qui inclut l'élevage et la pêche aussi. Voilà, il y a un gros potentiel au niveau du Gabon. Voilà, il y a tous les autres pays stratosphères du Gabon. Il y a aussi l'Afrique de l'Est aussi. Voilà, donc il y a franchement un marché intra-africain à caper, à saisir. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux, très sincèrement, au niveau du second pôle-là. Le troisième secteur, on ne le dira jamais assez, qui constitue pour moi le fort du Gabon, c'est le secteur minier. Voilà, le secteur minier. J'en parle, mais en fait, ce qu'il faut retenir, il faut favoriser en fait la création d'entreprises locales. C'est vrai que l'expertise minière est détenue par nos amis de l'Amérique du Nord, donc Australie, Canada, et États-Unis et compagnie. Mais c'est très important aussi pour une économie comme celle du Gabon, franchement, de favoriser le sort en fait des champions nationaux en fait qui vont émerger du secteur minier, voilà, et tout ceci peut passer justement par des contrats de concession de marché public toujours, voilà, et progressivement en fait on peut arriver en fait à terme à une économie qui soit équilibrée en fait sur ce secteur-là. Donc je citerai le secteur minier, le potentiel minier est très important aussi, voilà, le manganèse et l'or et franchement toutes les ressources qu'on peut trouver au niveau du Gabon, voilà, le secteur pétrolier en quatrième position, et puis je dirais en cinquième position le secteur des services. Voilà, le secteur des services tout simplement parce que le Gabon est un pays en fait qui si elle réussit à développer voilà une industrie de services de qualité. En le disant, je fais allusion au secteur hôtelier par exemple, je fais allusion au secteur du tourisme et tout ça, voilà, et faire du service en fait une économie de pointe. Je pense que ça peut franchement avoir une belle incidence voilà, sur cette économie-là. Il y a beaucoup à voir au Gabon. Voilà, il y a tout le parc écologique qui pour moi peut constituer en fait un centre d'attraction du tourisme international. Voilà, on peut déployer énormément d'infrastructures balnéaires. Voilà, faire vraiment du Gabon une économie en fait de pointe sur les services. Voilà. Donc voici en fait les secteurs que je recommanderais, qui peuvent franchement avoir une très très belle incidence sur la richesse nationale, sur la création d'emplois aussi, et puis voilà, qui vont finalement améliorer le tissu économique du Gabon. Merci Achille. Et nous sommes pratiquement parvenus au terme de ce café juridique de ce matin sur le thème Investir en Afrique, le cas du Gabon. Puisqu'il nous reste juste une dernière préoccupation à évoquer, mais à laquelle vous avez d'ailleurs déjà fourni des éléments de réponse. Il s'agit de quelle préoccupation? Êtes-vous favorable au renforcement des investissements intra-africains pour booster la résilience des économies africaines face aux crises multiformes? Je pense que vous avez donné, aussi bien vous, Achille, que Séverin, des éléments de réponse à ce sujet, mais bon... nous pouvons vous laisser dire un mot à ce sujet avant de clôturer l'entretien de ce jour. Très bien, mais écoutez, plus que jamais, il faut favoriser le commerce intra-africain. Il me paraît franchement absurde que l'Afrique, de façon générale, comme un continent, en fait, ait pour premier partenaire mondial, voilà, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Voilà. Je pense que avant d'aller ailleurs, il faut qu'en interne, en fait, on puisse franchement résoudre ce problème-là. Cela passe justement par favoriser le transfert des capitaux, le transfert libre des biens et des services sur le marché africain. On a parlé de la zone de la libre circulation des biens et des services aussi. Voilà. Il faut franchement encourager ça. Il faut aussi mettre en place un passeport africain pour favoriser en fait l'installation d'entreprises africaines sur le territoire, voilà, peu importe les pays, c'est très important. Il faut faire en sorte aussi qu'on puisse mettre en place une bourse africaine de la matière première par exemple, c'est-à-dire la matière première qu'on peut retrouver en fait au Gabon en quantité excédentaire, peut-être en fait exportée par exemple au Maroc, ainsi de suite, pour que l'Afrique, franchement, arrive en fait à s'autosuffire en interne, voilà, et faire en sorte que les investissements africains en fait puissent justement
prendre le dessus sur les investissements étrangers. C'est très important. Voilà. Et si on arrive justement à ce niveau de précision là, parce que cela peut avoir une incidence après sur la stabilité du continent. Pourquoi? Parce que on pourra être capable finalement nous-mêmes de financer nos institutions, de financer par exemple l'Union africaine, de financer... Désolé. Ouais. Voilà, de financer en fait la croissance et le développement du continent. Donc pour ma part, je pense que c'est Bon vraiment très retour important. parmi nous, Séverin. Voilà. Bon. Donc c'est vraiment très important d'encourager justement le financement intra-africain, voilà, et puis mettre en place franchement beaucoup de leviers, beaucoup de mécanismes en fait, voilà, pour soutenir en fait cela, voilà. L'Europe l'a fait aujourd'hui, on parle de l'Union européenne, voilà, la libre circulation des Européens sur l'espace de l'Union européenne. Les États-Unis l'ont réussi bien avant de se développer, ils ont supprimé, puisque les États-Unis c'est une fédération d'États, on le sait tous, mais aujourd'hui c'est plus comme un seul État, donc l'Américain se déplace comme il veut de New York au Colorado, ensuite, voilà, franchement ce sont des États, mais en fait en Afrique il y a énormément de barrières, déjà au plan intérieur, au plan frontalier et en fait dans les différentes zones économiques. Donc c'est autant les challenges qu'il faut adresser significativement, et pour ma part cela passe en fait par renforcer le tissu le tissu entrepreneurial africain, par soutenir en fait les d'entreprises africaines qui s'expriment au plan continental, mais aussi au plan mondial par exemple, et puis après trouver des mécanismes aussi au niveau de ce boom économique qu'on peut avoir sur le tissu économique pour financer les institutions politiques comme l'Union africaine. Voilà. C'est malheureux en fait aujourd'hui de réaliser que l'Union africaine dépend quelque part en fait du financement extérieur. Je pense qu'il faut réellement en fait s'introvertir de ce point de vue, à repenser un peu tout ça, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau pour finalement tirer en fait l'économie africaine par le haut. Donc voici un peu ce que je pourrais dire justement sur cette question du financement intra-africain. Merci Achille. Séverin, bon, une fois de plus, bon retour parmi nous. Malheureusement, compte tenu de... Oui, compte tenu du fait que des petits problèmes techniques à votre niveau, nous avons dû poursuivre avec Achille, notamment sur les questions, sur les préoccupations ou des 4 dernières préoccupations. Bon, qu'on va rapidement parcourir avec vous pour recueillir vos éléments de réponse afin que on n'ait pas un seul point de vue, mais plutôt les deux points de vue vos 2 points de vue à tous les deux nos interlocuteurs d'aujourd'hui. Alors, en matière d'investissement au Gabon, d'après vous, quel est le chiffrage de l'investissement entrepreneurial et quel est le chiffrage des IDE? Achille nous a donné quelques chiffres et qui attestent véritablement que le chiffrage des IDE est nettement plus élevé que celui de l'investissement entrepreneurial. Je ne sais pas si vous confirmez cette tendance-là. Je confirme cette tendance-là. Et je me permets de faire le lien avec la question que j'ai abordée juste avant, c'était celui des préoccupations des populations sur l'éducation. Allô? Oui. Ouais. Donc, sur l'éducation, qui est l'éducation et la santé, même si au niveau des infrastructures, il y a des avancées. Donc, au niveau du chiffrage, du moins, le chiffrage des IDE est encore très, très, très élevé. Donc, ça sous-entend que du moins la participation du tissu entrepreneurial local du moins la transformation du pays est encore très faible. Il y a des efforts à faire. Il y a des mécanismes qui sont mis en place. Et donc, il y a des efforts. Je partage le point de vue d'Achille. D'accord, merci. Ensuite, s'agissant des IDE, d'après vous, quel est le top 5 des puissances étrangères qui investissent au Gabon? Achille a évoqué Singapour, vraiment c'est pas dans l'ordre, hein. Il a évoqué Singapour, le Maroc. J'ai évoqué la Chine, le Maroc, le Singapour, l'Australie, les Pays-Bas, voilà. Exactement, je confirme, parce que la France est le numéro 6 aujourd'hui.
Donc, D'accord. ça montre un peu l'ouverture. L'Australie, dans le domaine des mines, comme vous le savez, ils sont très présents. Aujourd'hui, il y a Ivindo Iron qui est en train d'être mis en place. Et je confirme ce chiffrage-là. Ok. Et pour revenir, si tu me le permets, revenir sur le point dont traitait Achille au moment où j'ai suis revenu, on a un outil qui est l'OADA, qui est qui est une réussite. Aujourd'hui, on attend d'implémenter la SLECAF, la zone de libre-échange économique et libre-échange continental pour l'Afrique, de l'Afrique, qui justement, dont la mission première justement est d'abaisser, de casser les barrières douanières afin de permettre mais vraiment la libre circulation des biens et services, la libre circulation des entrepreneurs et qu'aujourd'hui, par exemple, on n'est pas à prendre 5 visas pour se retrouver au Botswana. D'accord. Voilà. Merci pour ces éléments d'éclairage. Nous avons également deux dernières préoccupations. S'il fallait établir une shortlist de secteurs porteurs d'opportunités d'investissement, quelle serait la vôtre? Naturellement, en premier plan, il y a l'industrie extractive, il y a le pétrole, les mines, le bois, l'agriculture, l'élevage, la pêche, et puis les services, parce qu'il y a aussi l'industrie digitale. D'accord. Merci, c'est Ouais. noté. Bon, ça nous ramène à la conclusion. Êtes-vous favorable au renforcement des investissements intra-africains pour booster la résilience des économies africaines face aux crises multiformes? Je suis entièrement euh, pour, pour ce renforcement des investissements intra-africains. Je pense que c'est même du moins l'une des voies prépondérantes qui mènera nos pays vers le développement. Parce que nous connaissons, il est plus facile à un entrepreneur camerounais et gabonais du moins de coopérer qu'un entrepreneur gabonais avec un Estonien. Et donc le marché le plus dynamique au monde, c'est le nôtre, c'est l'Afrique. Tous les agrégats économiques, du moins présagent de bons augures pour nous. Alors pourquoi ne pas mettre en place tous les mécanismes pour développer, pour qu'aujourd'hui nous ayons un marché complet sur les 54 pays, afin de booster notre économie. Achille parlait des États-Unis d'Amérique, il parlait de la zone Schengen. Voilà des exemples qui peuvent qui peuvent nous enseigner. Notre avenir passera forcément par là. Et je confirme cela. D'accord. Alors, cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Nous avons passé en revue toutes les questions qui étaient prévues dans le cadre de ce café juridique placé sous le thème Investir en Afrique, le cas du Gabon. Merci à nos speakers du jour, en l'occurrence Achille Agbe, d'une part, et Séverin Eudes-Poiti, d'autre part, qui ont bien voulu dégager quelques minutes de leur précieux temps pour se rendre disponibles pour cette rencontre. Merci également à eux pour les différents éléments d'éclairage qu'ils ont bien voulu nous fournir et qui, nous l'espérons, pourront édifier les différentes personnes qui s'intéressent au Gabon, qui souhaitent, pour une raison ou une autre, euh, se déployer dans ce beau pays d'Afrique centrale, membre par ailleurs de la zone CEMAC et qui se démarque en étant justement le premier pays d'Afrique à avoir obtenu la neutralité carbone, avoir été reconnu comme étant neutre carbone. On retient qu'en termes d'investissement, il y a des opportunités à saisir dans divers secteurs d'activité, industrie extractive, que ce soit dans le domaine des industries extractives, dans le domaine des services, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'agribusiness, ou même encore dans le domaine attendez, enfin, j'ai tendance à oublier le cinquième secteur qui a été évoqué. Je crois que c'était dans le domaine des infrastructures. Euh, Ça devait être les infrastructures. C'est bien ça, c'est vers Achille.
Ouais, c'est bon, les infrastructures, c'est bon. Ok, merci. Et donc, nous vous disons merci et nous vous donnons, en espérant que nous aurons le plaisir de nous retrouver avec vous tout au long de cette année 2023 dans le cadre de panels, pas forcément sur des thèmes investir au Gabon, mais sur d'autres thématiques tout aussi intéressantes. Merci beaucoup. Merci encore et bonne journée à vous. Merci, à bientôt. À bientôt.